Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. L'assurance maladie universelle pour une meilleure santé des populations. L'initiative du chef de l'État fort Eswazimna Nyazingbe est une réelle innovation. Elle veut permettre à chaque Togolais de ne plus s'inquiéter pour des frais sanitaires. À découvrir dans ce journal. Les bénéficiaires de la bourse SIFA de l'Union européenne ont démarré leur formation à Lomé. Les 40 apprenants vont découvrir et maîtriser surtout les métiers du numérique. Et puis, à quelques jours du démarrage des luttes Evala en pays kabyais, nous vous emmenons en immersion dans la tradition kabyais. Nous vous ferons découvrir ce soir un rituel important, voire primordial, la descente du Tchodjo, le souverain sacrificateur. Voilà donc pour les titres et nous démarrons ce journal avec ce communiqué du gouvernement. Suite aux décès enregistrés au cours du Hajj 2024 et aux informations faisant état de cas de Covid-19 chez des pèlerins de retour dans la sous-région, le gouvernement a pris des dispositions visant à assurer un retour sécurisé des pèlerins exposés dans le communiqué en date du 28 juin 2024. À la suite de la mise en œuvre de ces dispositions, il ressort que les mesures de prévention contre la COVID-19 et autres agents pathogènes respiratoires ont été bien appliquées par les pèlerins togolais. Sur les tests COVID-19 effectués sur l'ensemble des 2348 pèlerins togolais à leur retour au pays après le pèlerinage à la Mecque, 17 ont eu un test positif, ce qui équivaut à un taux de 0,7% sans incidence comparativement à la population générale. Aucun des pèlerins testés positifs ne présentait de symptômes et tous avaient une faible charge virale évoquant une infection ancienne. Ils ont été soumis aux mesures appropriées. Ces résultats témoignent de l'efficacité des mesures prises par le gouvernement togolais en amont et au cours du voyage retour du Hajj 2024 et de la bonne observation des mesures préventives par les pèlerins. Le gouvernement félicite l'ensemble des pèlerins et leurs familles pour leur adhésion aux dispositions prises. Il invite l'ensemble de la population au maintien de la vigilance, au respect des mesures de prévention contre la COVID-19 et les autres maladies à potentiel épidémique pour prévenir la propagation de ces maladies dans notre pays. Signé le gouvernement ce 8 juillet 2024. Et on reste toujours dans le secteur de la santé pour évoquer l'assurance maladie universelle. Effective depuis le 1er janvier 2024, cette initiative du chef de l'État fort Eswazimna Nyazingbe est une véritable aubaine pour tout Togolais malade qui se rendra désormais dans un centre de santé. Le ministre de l'Accès universel aux soins revient ce soir sur les avantages de la MU dans ce reportage de Carmen Madji à Capo. L'assurance maladie universelle garantit aux citoyens un accès aux soins de santé indépendamment de leur situation financière, ce qui réduit les inégalités en matière de santé. Au Togo, le président de la République, Faure Eswazimna Nyazingbe, travaille depuis des années pour étendre cette assurance à tous les hommes et les femmes sur le territoire. Le début de l'année 2024 a marqué une évolution appréciable du processus d'extension du projet, désormais géré par l'INAM et la CNSS. Selon le ministre de l'Accès universel aux soins, l'assurance maladie universelle procure de nombreux avantages. Lorsque vous prenez de l'âge, on se fragilise, les problèmes de santé s'accroissent. Et donc l'assureur, en temps normal, est réticent, est méfiant par rapport aux personnes d'un certain âge. L'assurance maladie universelle, dans notre format, supprime la limite d'âge. En assurance classique, lorsque vous prenez une couverture, vous prenez un certain montant maximum à consommer par année. De sorte que si vous finissez de consommer ce montant, ce plafond, en cours d'année, normalement, vous devez renvoyer vos cartes et tous les outils
qui permettent de jouir de l'assurance. Mais l'État se demande, si on fait comme ça, alors que nous voulons que tout le monde soit couvert, quelqu'un qui, malheureusement, il est vraiment malade, qui consomme son plafond en cours d'année, il revient comme si c'est quelqu'un qu'on n'a pas du tout assuré. Ça remet en cause notre dispositif. C'est pour ça que l'assurance maladie universelle supprime également le plafond annuel des consommations. L'assurance maladie universelle au Togo intègre toutes les maladies. Nous avons vu chez certains voisins, au démarrage, ils ont exprès mis de côté les affections à longue durée ou les maladies chroniques, parce que ce sont des poches de déstabilisation du système. Mais la formule retenue au Togo veut courageusement qu'on intègre les maladies chroniques, les affections de longue durée, même si nous savons que ça va nous coûter cher, puisque l'objet est plutôt du côté social. Ceux qui ont le plus besoin de soins, c'est ceux qui se sont fragilisés, ceux qui sont à un certain âge, ceux qui croulent sous le poids du coût financier du traitement. Le ministre de l'Accès universel aux soins, Jean-Marie Eonoul Tessi, a également relevé toutes les réformes qui seront opérées grâce à l'AMU. Il y a 300 unités de soins périphériques qui sont en réhabilitation, 200 autres qui sont en construction, 5 hôpitaux modernes, mères et enfants, une maternité de dernière génération en construction, sont au nombre de 5. Il y a très récemment la construction et la mise en service de l'hôpital Dr Lafia. Les perspectives, c'est de consolider les avancées que nous avons aujourd'hui, de poursuivre la formation de la coordination des 2 organismes de gestion, d'opérationnaliser l'organe de régulation, de renforcer le positionnement du ministère de l'Accès universel aux soins et du dispositif de protection sociale, d'accélérer l'opérationnalisation du laboratoire national de contrôle et de certification de la qualité du médicament. Il est donc évident, l'assurance maladie universelle assure un meilleur état général de santé des populations, l'allongement de l'espérance de vie et améliore la productivité. La réussite de ce chantier demeure, selon le ministre de l'Accès universel aux soins, une volonté politique du chef de l'État, Foreso Zimnanya Singbe, fortement marquée par une attention particulière à la gouvernance du système. Le Togo a pris une part active aux travaux de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. C'était du 2 au 5 juillet dernier à Brazzaville, en République du Congo. Et en marge des travaux de ces assises, la ministre congolaise de l'économie forestière a été reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale togolaise. Il s'agit de M. Sévan Tepe Kodjo Adéjé. Il y a représenté le chef de l'État à ce rendez-vous de Brazzaville. Et Rosalie Matondo a exprimé sa reconnaissance au Togo pour sa participation à cette initiative et exploré avec le président du Parlement togolais diverses pistes de coopération avec le Togo. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. Je suis venue saluer l'honorable président de l'Assemblée nationale du Togo parce qu'il nous a fait l'honneur de participer à la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Et nous avons profité de cet instant pour parler de notre relation de fraternité entre le Congo et le Togo, une relation qui est séculaire, mais aujourd'hui, je crois qu'il est urgent de penser à la réalité de terrain, comment mettre en œuvre des échanges d'expériences de 2 côtés, c'est-à-dire comment le Congo peut apprendre de ce que le Togo fait de mieux et comment aussi le Togo peut apprendre de ce que le Congo fait de mieux. L'Afrique en a besoin, mais surtout nos pays qui ont des relations aussi proches. Nous pensons que nous devons mobiliser les cadres, les experts à travailler dans le sens des échanges concrets. La forestation et le reboisement doivent prendre en compte les spécificités de chaque pays. Et donc, avant de mettre en place un programme d'afforestation et de reboisement au niveau national, nous devons voir les législations qui existent. Maintenant, c'est dans la pratique. Comment nous pouvons faire
pour rendre cela concret et réalisable. En page nationale, les boursiers du CIFA, Skills Initiatives for Africa, ont fait leur entrée ce week-end à Lomé. Ils sont 40 à bénéficier de cette bourse initiée par l'Union africaine. Ils seront donc formés au métier du numérique à l'Institut IPNET. Clarisse Atikle nous en parle. C'est la rentrée académique pour les étudiants bénéficiaires du programme CIFA, Skills Initiative for Africa. Ce programme leur offre des bourses complètes pour des études à IPNET Institute of Technology où ils seront formés durant 6 mois au métier du numérique. Moi, j'ai opté pour la filière certificat d'infographie et multimédia. Cette bourse représente une opportunité pour moi de pouvoir rentrer dans le monde professionnel. Au total, 40 jeunes sont sélectionnés pour cette première vague de bénéficiaires du programme CIFA, piloté par l'Agence de développement de l'Union africaine, dont IPNET Institute of Technology est un partenaire. Il y avait plus de 300 projets en compétition et nous sommes dans les 12 projets sélectionnés donc par l'Union africaine pour le financement de la coopération allemande. Ceci a été possible grâce au soutien du gouvernement togolais. Avec le bailleur de fonds, nous avons convenu que 60% des bénéficiaires seront des jeunes filles. Le programme CIFA AUD est destiné aux jeunes sans emploi issus de parents démunis. Il y a 3 catégories de bourses. Et la première bourse, c'est qu'il y a exemption totale des frais de scolarité. La deuxième bourse, c'est qu'il y a exemption de frais de scolarité, plus l'apprenant va avoir par mois 53 000 francs CFA. Et la troisième bourse, il y a exemption des frais de scolarité. Et en plus, l'apprenant va avoir 65 000 francs d'argent de poche tous les mois. Donc nous invitons les jeunes, les diplômés sans emploi, quel que soit leur domaine de formation. Il y a des domaines très porteurs en informatique. Ils peuvent venir compléter leur formation pour les rendre compétitifs sur le marché du travail. Le ministre délégué chargé de l'enseignement technique a salué la vision du promoteur de IPNET Institute of Technology d'amener les jeunes à s'intéresser au secteur du numérique pourvoyeur d'emploi. C'est une prouesse que nous saluons vivement au nom du gouvernement. Nous le félicitons et nous l'encourageons et nous le rassurons de notre accompagnement dans le cadre de ce contrat de partenariat qui nous lie, lui et nous, pour offrir à la jeunesse togolaise les compétences nécessaires dans le domaine du numérique au Togo. 2 autres vagues de boursiers sont attendues. Référence en matière de formation au métier du numérique, IPNET Institute of Technology ambitionne de former des créateurs de postes en entreprise afin de préparer les jeunes à saisir les opportunités d'emploi du futur qui seront liées beaucoup plus au numérique. Éducation toujours, les maires et les responsables du secteur de l'enseignement du Togo s'approprient ensemble le plan sectoriel de l'éducation. L'idée est de susciter une participation plus engagée et plus consciente des élus locaux des 117 communes du pays et des cadres de l'enseignement pour améliorer le système éducatif togolais. Voyons tout cela avec Gisèle Kozona. Depuis 2020, le Togo dispose d'un nouveau plan sectoriel de l'éducation. Il est conçu avec pour vision d'améliorer efficacement les performances du secteur éducatif. Les élus locaux et cadres de l'enseignement se l'approprient en vue de contribuer à sa mise en œuvre. Toutes les dispositions qui sont dans ce document, qui servent de boussole à tous les ministères sectoriels en matière de gestion et de gouvernance de l'éducation, eh bien, il faudrait que nos élus locaux soient également au parfum de ces dispositions. Il y a un décret également qui répartit les rôles et les responsabilités entre l'État et les communes dans la gestion de l'éducation. Il faudrait donc que nos élus locaux maîtrisent également leur rôle, leurs responsabilités, les responsabilités partagées, les responsabilités qui leur reviennent dans la gouvernance de notre système éducatif. Le PSE est subdivisé en 5 chapitres. La stratégie sectorielle, le financement et la mobilisation des ressources, le coût de la mise en œuvre du plan
et les prévisions de financement des partenaires. Le système éducatif est dynamique, il y a des avancées, il y a des difficultés, il y a des problèmes qui persistent. Nous allons également leur parler de ces difficultés, de ces défis-là qui restent à relever. Nous allons également les préparer à prendre en compte les questions éducatives dans leur plan de développement communal. Vous savez que chaque commune élabore un plan de développement. Et dans ce plan, il y a nécessité de prendre en compte les besoins en éducation de leur ressort territorial. Le plan sectoriel de l'éducation constitue un instrument de référence qui donne les grandes orientations du système éducatif et le principe de base de fonctionnement du système. Le représentant du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique invite les élus locaux à participer efficacement et activement à cette formation. L'initiative est soutenue par le PNUD et l'AFD. Les populations de Pia et de Djamdé dans l'Akosa ont bénéficié d'une opération foraine de consultation médicale et de soins gratuits. C'est un geste de l'université de Kara, ceci dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de l'institution. Depuis Kara, la correspondance de Nestor Monzo. Ces hommes et femmes éprouvent des problèmes de santé. Ils ont saisi l'opportunité que leur a donnée la faculté des sciences de la santé et la société médicale de l'université de Kara pour être consultés afin de savoir ce dont ils souffrent et se faire traiter. Une opération foraine qui a ciblé 2 localités, Pia dans la commune de Kosa 2 et Djamdé dans celle de Kosa 4. Cette opération est organisée à l'occasion de la célébration des 20 ans de l'université de Kara. Nous avons voulu, à travers cette campagne, apporter l'expertise de la faculté des sciences de la santé en contribuant à l'amélioration de la santé des populations, conformément à la politique d'accès universel aux soins prônée par le chef de l'État. Ces consultations ont plusieurs aspects. Il y a dépistage du VIH, de l'hépatite virale B et C et du diabète. Et il y a également des consultations de médecine générale et des spécialités. Et en dehors de cela, il y a également des échographies qui seront faites systématiquement aux femmes enceintes ainsi qu'aux hommes âgés de plus de 50 ans pour dépister des maladies de la prostate. Les bénéficiaires voient les organisateurs de cette campagne foraine de consultation et de soins gratuits comme leur messie. Je suis venu aussi pour bénéficier de cette campagne pour mes malaises que je sens dans mon organisme. Merci aux organisateurs. J'avais la prostate. On m'a prélevé le sang pour des analyses. Bientôt j'aurai les résultats et les docteurs vont me prendre en charge. Félicitations à la communauté universitaire et surtout à la faculté des sciences qui ont pris l'initiative. En dehors de la consultation et de la prise en charge des patients, les organisateurs ont sensibilisé la foule sur les maladies chroniques, notamment l'hypertension artérielle et le diabète, et sur d'autres pathologies comme les cancers de la prostate, de l'utérus, du sein et sur la lombalgie. En remerciant l'université de Kara pour cette initiative qui vient soulager les bénéficiaires, le préfet de la Kosa, le colonel Hemo Badjeba Bakali, a souhaité que l'opération puisse être étendue à tous les cantons de la préfecture. Et par ce temps de froid, d'autres pathologies peut-être virales sont très vite chopées. Et pour s'en protéger, il faut donc avoir une forte ou une bonne immunité. Et tout comme les forces de défense d'une armée, l'immunité est un ensemble de défense de l'organisme contre les virus. La question qui se pose, c'est de savoir comment alors booster son immunité. Marie-Thérèse Nambédé nous répond ce soir. En médecine, l'immunité est la défense de l'organisme. Chaque individu en possède 2. L'une est innée et l'autre acquise. L'immunité acquise, c'est ce qu'on acquiert au fur et à mesure quand on tombe malade. Ce qui fait que quand on fait la maladie une première fois, ça peut nous secouer. Après, au fur et à mesure, ça va mieux. C'est pour ça qu'on fait la vaccination petits-enfants pour les maladies mortelles, pour que, au fur et à mesure qu'ils grandissent, s'ils rencontrent ces micro-organismes, il faut que l'organisme puisse se défendre en fonction. Selon les médecins, plusieurs facteurs peuvent entraîner la baisse de l'immunité. La fatigue, le stress, si on a une mauvaise alimentation, on ne mange pas équilibré. Il y a certains médicaments qui entraînent également une baisse d'immunité. Par exemple, les corticoïdes, certaines maladies aussi. Une toux, un rhume. Pour renforcer son système immunitaire,
les médecins conseillent ceci. Pour booster son immunité, tout d'abord, il nous faut du repos. Le repos est très important. Il y a les activités physiques régulières qu'on peut faire et il y a des séances aussi de relaxation. Nous sommes en saison pluvieuse, vous voyez qu'il y a une diminution de l'intensité du soleil. Ce petit temps-là peut faire que notre organisme ne va pas produire de vitamine D comme il le faut. Donc nous devons prendre en ces moments-là beaucoup de fruits et légumes qui peuvent nous aider. Nous avons les produits laitiers qui sont riches, que nous pouvons prendre l'orange, les épinards, les feuilles vertes surtout. Ça nous aide aussi beaucoup. Il est donc indispensable de se faire consulter par un médecin ou un soignant lorsqu'on ne se sent pas bien. Par conséquent, l'automédication est strictement déconseillée par les professionnels de la santé. Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu est reconduit à la tête de la CEDEAO. C'est l'une des conclusions de la 65e session ordinaire des chefs de conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue hier dimanche à Abuja, au Nigeria. Une rencontre qui s'est tenue avec en moins le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le compte rendu de Ramdan Bassina. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger disent adieu à la CEDEAO. Ils créent à eux trois la Confédération des États du Sahel. Une rupture qui passe mal et qui ne cesse de faire des débats au sein de l'instance sous-régionale. Une crise de plus qui interpelle les chefs d'État et de gouvernement lors de ce sommet à Abuja. À l'ouverture de cette 65e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Dr Alieu Touré n'a pas manqué de rappeler les conséquences de ce retrait des trois pays sur le plan économique, sécuritaire, diplomatique au sein de l'Union. Il est évident que la désintégration perturbera non seulement la liberté de mouvement et d'établissement des personnes, mais elle aggravera également l'insécurité dans la région. Plus spécifiquement, le retrait des trois pays portera un coup dur à la coopération en matière de sécurité, notamment en termes de partage de renseignements et de participation à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et d'autres initiatives conjointes de sécurité. Le retrait des trois pays pourrait également conduire à un isolement diplomatique et politique sur la scène internationale. Ce retrait affectera également les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays. À la veille du cinquantenaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de nombreux défis restent à relever. L'Union sacrée est appelée de vive voix par le président en exercice de la CEDEAO, Bola Ahmed Tinubu, un préalable pour la prospérité des pays membres. Un sommet extraordinaire est prévu pour parler du futur de la CEDEAO. Le président nigérian a été reconduit à l'issue de cette session. Le groupe Togocom soutient une fois encore les fédérations sportives nationales. Après la Fédération togolaise de football, le leader de la téléphonie mobile renouvelle son partenariat avec la Fédération nationale de basketball. 3 années supplémentaires pour redynamiser et soutenir le développement de la balle orange à travers le pays. Le compte rendu de Sergine Raimondo. Après 3 années de collaboration, assortie d'un bilan d'activité de la Fédération nationale de basketball satisfaisant, le groupe Togocom décide de renouveler ce partenariat avec le basketball togolais. Ce, pour 3 années supplémentaires. Le renouvellement avec la FNB, la Fédération nationale du basket, est très important pour nous parce que, en plus du développement du basket, cette fédération a à cœur beaucoup d'actions citoyennes autour du développement des femmes, autour de tout ce qui est arbitrage. Donc c'est des activités qui nous semblent extrêmement importantes. Alors nous espérons bien entendu que la fédération refabriquera toutes les actions dont ils nous ont parlé pour les 3 premières années, autour de nouvelles compétitions, autour de développement des jeunes, autour de la formation des arbitres, autour aussi de tout ce qui peut être de travail autour des actions entre les hommes et les femmes pour pouvoir obtenir des compétitions dans tous les genres. De son côté, la FNB exprime sa gratitude envers le groupe Togocom pour cette reconduction qui vient renforcer sa stratégie
et pérenniser ses actions. C'est un sentiment de joie, de satisfaction d'avoir travaillé au moins 3 années avec un partenaire et que le contrat soit renouvelé. Un défi à relever, coûte que coûte, parce qu'il faudrait donner encore le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir satisfaire ce partenaire-là. Nous sommes en train de cibler d'autres partenariats et on espère que dans les jours à venir, il y aura encore d'autres signatures de contrats. Ce partenariat réaffirmé permettra au groupe Togocom d'accompagner activement les initiatives de la FNB, notamment à travers le sponsoring d'événements majeurs et le soutien aux équipes nationales. Et puis un peu de tradition à présent. À la fin de cette semaine, le pays Kabyé tout entier sera en ébullition. Toute une semaine sera consacrée aux luttes traditionnelles Evala, une étape qui marque ainsi la maturité du jeune garçon Kabyé. Mais avant le début des empoignades, un rituel est nécessaire. Il s'agit de la descente du souverain sacrificateur appelé Tchodjo. Quel sens revêt ce rituel? Nestor Mozo nous en parle. Les tenants de la tradition interdisent de filmer la descente du souverain sacrificateur, communément connu sous le nom de Tchodjo. Sa descente est capitale dans les luttes Evala. C'est elle qui détermine la date du début des Evala. Cette descente est l'aboutissement de tout un processus qui commence à la fin de la période de chasse en mars. À la fin des chasses, le souverain s'apprête. Il s'apprête comment? Dans la Kosa, nous avons comme grands frères ceux de la Bina. Et il y a un village parmi mes 12 villages dont les cérémonies passent par les hommes de la Bina. C'est le village de Kare. Comment ça se passe? Après les chasses, ils comptent un certain nombre de vendredis et ils s'arrêtent. Les danses traditionnelles prennent fin à Kouméa dans la 2e semaine du mois d'avril. Et nous sommes toujours en communication avec ceux de la Bina. C'est pourquoi, dans la Kosa, quand les autres cantons s'arrêtent en février, nous, à Kouméa, on ne s'arrête pas. Si on s'arrête, on va payer les pots cassés vers la Bina. Et après 5 vendredis, on commence à faire des cérémonies, les atetna, ceux qui sont morts. Tchodjo se trouve dans un sanctuaire et ne descend qu'un vendredi au marché de Kouméa après des cérémonies. Avant ce vendredi, on verra sur la place du marché de Kitao, il y a un certain nombre qui montent là-bas. On les appelle Atamtana. Et ceux de Kouméa, quand ils les voient, ils savent en même temps que le vendredi qui vient là, Tchodjo va descendre. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'ils font à Kouméa Kare là-bas? Déjà autour de 9h, 10h, ils sortent de leur forêt sacrée, Titio. Et autour de 15h maintenant, il prend son balai, tout ce qu'il met sur lui, et il descend au marché de Kouméa. Au marché de Kouméa, là-bas, il y a le prêtre de Mandala qui est là-bas. Celui de Sondé aussi est là-bas. Et ils font leur cérémonie, et tout le monde sait que, donc l'autre samedi, ce serait le début des luttes. Et les Akbima aussi seront dans leur chambre. Aux environs de 17h, Tchodjo et les autres prêtres traditionnels qui l'accompagnent retournent dans leur forêt sacrée et autour de 19h, ils prennent la route pour Pialao. Vous allez poser la question de savoir pourquoi il quitte Kouméa et il va à Pialao. Il va chez ses petits frères qui sont à Pialao. Cela veut dire que dans le vieux temps, quelqu'un de Kouméa Kare aurait quitté pour s'installer à Pialao. Et ça fait des générations maintenant. Il s'en va pour les expliquer, la période des fêtes est arrivée. Le samedi maintenant, autour de 9h, il sort pour aller sur le marché de Laumazada. Et ils font certaines collectes. Et tout le monde sait que la période est arrivée. Donc ceux de Tchitchao savent en même temps que Tchodjo est arrivé à Pialao. Il y a des bohés qu'on sort. Il ne revient pas mais vide. Dans le temps, quand on cultivait le petit mil,
ils prennent un peu dans les maisons concernées et ils mettent dans le panier que Tchodjo transporte. Ce n'est pas Tchodjo même qui transporte parce que dans le groupe, il y a une jeune femme. C'est elle maintenant qui transporte pour arriver à Oukoumia. Le lundi qui suit sa descente, Tchodjo sera au marché de Tcharé, un marché animé aussi par les populations des cantons environnants pour également annoncer l'imminence des luttes et valeurs. L'intérêt de ce processus, c'est de conjurer le mal afin que les luttes ne connaissent pas des événements malheureux. Rendez-vous donc dans quelques jours pour le démarrage des Evala en pays kabien. Voilà donc ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci notamment à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Djamdé, de Pia, de Somdinaro dans la Kosa. Excellent suivi de nos programmes. Au revoir.